Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode récap de The Triplay Podcast, épisode récap de la Rivalry Week, de la dernière semaine de régulière. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de matchs à décortiquer pour parler de tout ça. Je suis avec Robin. Salut Robin, comment ça va? Salut Maxence, ça va et toi? Ça va bien. Écoute, On s'est régalé ce week-end quand on même. s'est régalé, on s'est vraiment régalé. De toute façon, Rivalry Week, il y a Toujours. toujours, on se régale toujours parce qu'il y a tous les matchs la plupart des matchs ont une dimension supplémentaire. Ce qui fait que il y a toujours cette âme supplémentaire dans ces matchs. Et puis bah voilà, dernier match de saison régulière, donc il y a plus de seconde chance derrière. Donc ça a été un bon week-end de college football, clairement. Malheureusement le dernier aussi, avec toutes les équipes, puisque maintenant on bascule dans la deuxième partie de saison, ouais, la dernière partie de saison, en comptant les finales de conférence et puis après la post-season. Mais on va avoir pas mal de matchs à analyser, décortiquer. Il s'est passé des choses. Exact, et puis ça a surtout commencé très tôt avec le week-end de Thanksgiving. On s'est retrouvé avec un match du jeudi soir. C'était Navy contre Memphis. Je sais pas si tu avais pu regarder ou si je Oui, pense que vous avez fait le débrief. on en a parlé vendredi pendant le 1-2-6. Bah, Memphis qui mène à la mi-temps, qui rate un field goal juste avant la Mhm. mi-temps. Et après, derrière la deuxième mi-temps, Navy a confisqué le ballon, des temps de possession au-dessus de 10 minutes lors de 3 drives. Il y en a un qui termine sur un fumble, mais les deux autres terminent sur des touchdowns. Et en plus de ça, ils ont réussi à forcer un fumble en fin de match. Et donc, Navy a vraiment fermé la boutique dans le plus pur style académique des académies militaires. Et termine avec donc une dernière victoire en américaine et avait l'espoir d'accrocher une finale d'américaine, mais malheureusement, Tulane et North Texas ont fait le boulot samedi alors, vendredi pour North Texas et samedi pour Tulane face à Temple et Charlotte. Mais c'était un match sympathique entre Navy et Ouais. Memphis et ça a Ouais, bien franchement, lancé. je me suis régalé. Puis au final, c'est, enfin, comment dire, le groupe of five, encore une fois, a été on va dire, enfin, pas la conférence, mais le football le plus intéressant en universitaire cette année. Et ça le prouve encore avec des matchs qui sont toujours très, très cool. Donc, un bon jeudi soir. Et puis au final, le vendredi soir, le vendredi soir de Thanksgiving, on avait Mm. quand même trois énormes matchs en Power 5 avec Ouais. trois grosses rivalités. On avait Texas A&M, Texas, Georgia Tech et on avait aussi Ole Miss, Mississippi State pour l'Egg Bowl qui a commencé à 18h. Ole Miss, Mississippi State, il y a eu 38-19 dans un match où, mine de rien, il n'y a pas eu énormément de surprises. Ole Miss a dominé à peu près Mm. tout le match. À un moment, j'ai cru que Mississippi State avait existé, notamment quand ils ont égalisé. Je me suis dit, ah, ok, il y a bien quelque chose. Il y Puis a eu après, quelques petits éclairs de la part de oui, c'est Mississippi ça. State, mais c'était ils étaient trop rares pour espérer l'emporter contre un Ole Miss sérieux avec un Trinidad Chamblis qui fait un gros match. Et donc ouais non, Mississippi State, il y a eu quelques petits éclairs qui auraient pu qui te les laisser un peu dans le match, mais honnêtement, ils ont jamais été en position de gagner ce match et on a eu un Ole Miss conquérant. Hein. Franchement, il y a eu du big play aussi de leur part avec notamment le touchdown de Deuce Alexander. C'est un peu le Ouais. dagger hein, en fin de match. 70 yards, quoi, un bon 70-80 yards sur ce touchdown. Mais ouais, Ole Miss, honnêtement, le match, moi je suis vite passé sur Utah-Kansas à la Ouais. même heure parce que Ole Miss était en gestion et après le touchdown de Deuce Alexander, la messe était dite du côté de Starkville. C'est ça, mais comme tu dis, une grosse performance de Trinidad Chamblis qui termine avec 359 yards, 4 touchdowns inscrits, 0 interception. Donc, bonne grosse performance. Pareil pour Kewan Lacey, le running back qui finit avec 143 yards sur 27 Qui démarre portées. fort le match avec Ouais, un gros TD d'une trentaine de yards, ouais, je crois. C'est ça, ouais, trentaine de yards et qui finit avec 143 yards à la course. En face, c'était Camario Tyler qui a essayé de porter son offense à bout de bras, le quarterback qui fait autant de yards à la passe qu'au sol. ouais, c'est sûr.
Mais effectivement, donc victoire de Ole Miss et on a la nouvelle qui est sortie là il y a quelques minutes a priori. En tout cas, ça Le serait cirque. que le cirque Kiffin serait enfin terminé. Il avait dit de toute façon qu'il allait prendre la décision après l'Egg Bowl, en tout cas qu'il allait l'annoncer après le Egg Bowl. Donc ça a l'air d'être un peu officiel. Lane Kiffin partirait du côté de LSU. Ouais. Et là, la question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'il coach les playoffs? Déjà de 1. S'il s'en va, qu'est-ce qui va devenir de Ole Miss? Est-ce que Ole Miss, sans leur coach principal, plus sans visiblement beaucoup de coachs, un coach et assistant coach, Mm. il y aurait un ultimatum qui aurait été lancé. Ça, encore une fois, Ouais, on prend des Lane pincettes. Mais... Kiffin, apparemment, Lane Kiffin aurait dit à son staff, notamment du côté offensif, montez avec moi dans l'avion pour Bâton Rouge si vous voulez un poste à LSU. Si vous venez pas maintenant, je vous appellerai pas pour aller à LSU. Bon, à prendre avec des pincettes, mais c'est les échos qu'on a. On a eu l'écho en début de journée que Lane Kiffin partirait à LSU, mais qui voulait quand même coacher Ole Miss. Puis finalement, vu l'ultimatum, là c'est la dernière info qu'on a, finalement, il a peut-être pas obtenu gain de cause auprès de la direction athlétique qui lui a peut-être dit du coup par LSU, mec. Enfin, je veux dire. Donc ouais, non, là c'est compliqué. On parle d'une équipe qui va être en playoff, qui va accueillir un match de playoff. Avec peut-être la moitié du staff qui sera plus là. Enfin, c'est historique ce qu'on va vivre. Ouais. Et il y avait même un petit débat, on va pas forcément l'avoir maintenant, mais au sein du groupe de la conversation du podcast, où on a un peu discuté de est-ce qu'il y a la jurisprudence un peu Florida State, tu sais, quand Florida State a perdu en un 2023. titulaire qui s'en va, qui est sur blessure et qui du coup sort des playoffs alors qu'ils étaient invaincus, est-ce qu'il y a un monde où tu sors Ole Miss? Ils étaient top 4 en plus, ils gagnent la Ouais, finale de conférence et c'est le premier champion de conférence de l'histoire invaincu à être descendu d'une place c'est parce ça. Est-ce que qu'il y a un monde où tu sors Ole Miss, mine de rien, oh putain, des et playoffs s'ils font ça. pour mettre Texas? euh... J'y crois pas. Maintenant, à l'époque, Florida State, j'y croyais pas non plus, ils l'ont fait. Mais après, c'était des playoffs à 4, ils étaient quatrième. Là, ils sont septième. Ça veut dire que si tu les descends, c'est vraiment que tu les fais baisser de plusieurs places juste parce qu'ils ont plus le staff. Je sais pas. On est vraiment sur un cas unique. Et donc, peut-être que le comité va nous sortir un truc jamais vu auparavant. On verra. Déjà, on verra le classement que le comité donnera mardi. Ça donnera peut-être des indications. Est-ce que Ole Miss reste à cette place-là ou est-ce que déjà ils les descendent un peu pour préparer un peu les esprits à ce qu'ils sont en train de nous cuisiner? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Maintenant, les joueurs ont obtenu le droit d'aller en playoff. Mais tu me diras, les gars de Florida State aussi, ils avaient obtenu le droit d'aller en playoff et ils l'ont pas eu. Ah bah, Donc, il y a pas de méritocratie dans franchement, le. ce serait horrible, mais ah non, j'y crois pas quand même. Je pense qu'ils vont aller en playoff quand même. Ouais, je pense aussi. Après, encore une fois, il y a plein de Mais bon, sujets, je la pense. situation est saoulante parce que franchement, Ole Miss fonctionnait bien. Ole Miss est en 11-1, vient de gagner le Egg Bowl, n'a perdu que contre Georgia et c'était à Georgia dans un match, un match où ils ont scoré 40 points, je crois, Ole Miss, ou 35. Enfin bon. Honnêtement, je trouve que Lane Kiffin, c'est désastreux. Le cirque, la sortie, de quitter le navire comme ça. Vraiment, je suis pas fan d'Ole Miss, mais j'aimerais pas être à la place des fans d'Ole Miss parce que là, les sentiments doivent être assez ambigus à l'heure où l'on parle. Ouais, ouais, ouais. Justement, tu sais, je blaguais sur Texas qui pourrait potentiellement passer en playoff à 9-3. Ça vient du fait qu'ils ont remporté le match contre Texas A&M. Ouais. Est-ce que tu as regardé un peu le match, J'ai Max? regardé le replay du coup Texas A&M était la meilleure équipe du pays en deuxième mi-temps. Et malheureusement sur ce match contre Texas, ils n'ont pas existé en deuxième mi-temps alors qu'ils font une bonne première mi-temps. Hein. Mais la deuxième mi-temps, ils ont été complètement inexistants. Marcel Reed n'a plus rien complété, lance 2 interceptions. En Puis face, elles sont pas Texas. belles, hein. Elles sont pas Ouais, puis belles, elles ces sont vraiment pas interceptions. belles. Arch Manning, en plus, en deuxième mi-temps, trouve le rythme.
trouve le rythme et en plus, il est bien aidé par un jeu au sol qui était un peu la faiblesse de Texas cette année. Hein. Le jeu au sol de Texas cette année avait pas été très bon et là, ils ont trouvé avec Weisner, ils ont enfin eu un très gros match au sol et donc forcément ça aide derrière pour développer ton attaque. Et Texas qui a été la seule équipe honnêtement en deuxième mi-temps et qui inflige un 24-7 en deuxième mi-temps et qui garde cet espoir de braquer, parce que moi j'appellerais vraiment ça un braquage, une place en playoff. C'est dommage pour Texas A&M qui du coup loupe la finale de conférence et loupe une belle occasion de gâcher de vraiment gâcher la fête du côté d'Austin. Ouais, et ouais, pour vrai, moi, je me pose la question enfin, je pense qu'on a deux questions à se poser. Déjà, est-ce que Texas, comme tu le dis, pour moi, ne mérite pas d'être en playoff, notamment parce qu'ils ont 3 défaites, et parmi les victoires qu'ils ont, ils ont une victoire en overtime contre Mississippi State. C'est pas un ogre de sec. Ils ont également une victoire en overtime face à Kentucky. Kentucky, c'est c'est Ouais, c'est le très fond très de la dur. Hein. SEC cette année. C'est le fond de la SEC et Kentucky là, a perdu récemment Ils ont pris 41-0 contre 41-0. Louisville. Ils ont perdu 45-17 contre Vanderbilt. Ils prennent à chaque fois 40 points en fait. Hein. Oui, Texas en a mis que 16 contre Kentucky. Moi, je pense que Texas ne mérite pas, notamment parce que oui, ils ont 3 défaites. Donc déjà, ça passons au fait qu'ils ont 3 défaites. Mais le fait Sarkisian que leurs victoires, elles sont pas incroyables. Sarkisian qui argue que s'ils n'avaient pas programmé Ohio State en week 1, mais une autre équipe, ils auraient été en 10-2 et la question se pose pas. Bah ouais, mais après ils ont Ouais, perdu mais contre bon. Florida Ouais, voilà. qui est pas rank. Ils ont pas existé du tout contre Georgia. Ils ont Ouais, c'est ça. gagné enfin un poil de plus contre Kentucky et Même à Mississippi seulement 2 State. défaites et une victoire en week 1. En plus, le truc, c'est que ta victoire en week 1, elle va être contre qui? Contre Sam Houston, parce sachant qu'ils ont joué en plus Oui, contre oui. Sam Houston et UTEP dans leur conférence. Ouais, non, bon voilà, Texas reste en vie. Enfin, reste en vie. Fait planer la menace d'aller en playoff. On verra ce que le comité dira. Déjà, il faudra voir mais encore une fois, le classement de mardi soir donnera déjà des premiers enseignements sur la position de Oui, Texas et aussi de BYU. J'attends aussi beaucoup le classement de BYU. ouais. Est-ce qu'ils rentrent en playoff avant la finale ou est-ce qu'ils vraiment ils vont Bah être obligés de alors, gagner la finale du Big 12? Mais moi pour je pense revenir que tu sais, pour BYU, si on fait 2 secondes dessus, BYU ils ont 11 victoires, une seule défaite contre une équipe qui sera dans le top 4 puisque Texas A&M va sortir du top 3 et donc ça va Texas être Tech à mon va avis rentrer. Georgia et Texas Tech qui va rentrer à la 4e place. Tu peux pas dire qu'une défaite contre une équipe du top 4 qui est invaincu. Non, qui n'est pas invaincu, Texas Tech. Oui, ils ont Ils ont perdu perdu un contre match. Arizona State. Ouais. Ils avaient perdu contre Arizona State, pardon. Mais tu peux pas dire qu'une équipe qui est invaincue, qui a gagné quand même des gros matchs, ne peut pas y rentrer juste parce qu'elle est en Big 12. Enfin bref, donc Ouais, on verra mais le classement on comme verra parce tu. qu'ils y sont pas encore BYU. C'est-à-dire ils sont Mm. 11e, ils sont en 11-1. Tu vois, ça fait partie des équipes qui vont être on the bubble en comparaison avec Texas. Donc ce sera à voir. Après Texas, sur le match contre Texas A&M, fait un match sérieux. Arch Manning, c'est mieux quand même depuis la moitié de saison. Mm. C'est moins Oui. d'erreurs, c'est beaucoup plus propre. Là, ils ont eu en plus un jeu au sol qui a aussi beaucoup déchargé bah, du poids sur les épaules d'Arch Manning avec une très bonne défense aussi qui a forcé 2 turnovers en fin de match. Donc voilà, Texas A&M, très grosse saison, invaincu, qui malheureusement tombe à Austin. J'espère que l'équipe arrivera à se relever pour les playoffs parce que moi c'est une équipe que j'aime beaucoup, cette équipe Texas A&M cette année. Est-ce qu'il y a un monde où Texas A&M ne serait pas overrated parce que leur victoire, on va dire C'est référence, c'est possible. Notre-Dame à 41-40. Bon, c'est à l'extérieur, donc c'est dur d'aller jouer à Notre-Dame, Mmh. on le sait. Mais sinon, ils ont gagné contre UTSA, Utah State, Auburn, Mississippi State, Florida, Arkansas. C'est des équipes qui sont pas vraiment bonnes. Ils ont gagné contre LSU à l'époque où LSU était 20e du pays, mais on est bien d'accord pour dire que LSU, c'est pas l'ogre qu'on l'a connu cette année. Missouri, pareil. Ils ont remporté un match dans la difficulté face à South Carolina et ensuite ils ont battu Samford et ils perdent contre Texas enfin. Est-ce que là, je sais pas, il y a un monde où Texas A&M, pardon,
est surcoté et qu'en fait, ils sont pas aussi bons que ça. C'est juste que leur calendrier, ils ont rencontré personne. Avec la seule équipe qu'ils ont rencontrée, ils ont réussi à battre. Ouais, après, alors le calendrier de conférence, pour le coup, tu t'es pas trop responsable de qui t'affronte, malheureusement. Et c'est vrai que maintenant, en fin de saison, t'as beaucoup d'équipes qui n'ont pas été au niveau. Tu vois, LSU, South Carolina, Florida, en début de saison, on les attendait toutes les trois beaucoup plus haut, chacune à leur hauteur, hein, mais que maintenant. Moi, je trouve quand même qu'ils ont quand même été très bons sur leur victoire. Il n'y a que South Carolina où ils ont galéré, puis finalement ils ont réussi à faire un gros comeback. Mais les autres matchs, ils ont de la marge, tu vois, à part Arkansas, mais encore de mémoire, je crois que c'est Arkansas qui revient en fin de match. Mais ils ont quand même. Je pense pas qu'ils soient si. Les gens disent qu'ils sont overrated, mais je pense pas quand même. Parce que tu t'arrives rarement à 11-0 en étant vraiment frauduleux, tu vois. S'ils l'étaient, ils auraient déjà perdu des matchs avant, quoi. Oui, mais après, effectivement, je sais qu'ils sont Après, pas responsables, mais est-ce est-ce que qu'ils du coup, sont. ils étaient vraiment la troisième meilleure équipe du pays C'est ça ma question, c'est est-ce qu'ils Peut-être pas. sont. Ils Peut-être que la méritent là? vérité est plutôt à la 8e ou 9e place, tu vois. Ouais, comme ils seront à la fin de là où je pense mercredi. On Euh, verra, ouais. S'ils sont... Ah, tu penses qu'ils vont descendre 8-9? Moi, non, ouais, en réalité, Ouais, je genre pense qu'ils vont 6. descendre 7, 6, Ouais, 7. si tu ouais, dans ces eaux-là, ouais. Parce que Ole Miss a quand même battu une équipe qui était classée. Donc, on est. Ole Miss, non. Ole Miss a battu. Pardon, pas Ole Miss. Georgia a battu une équipe qui était Oui. classée, donc forcément, c'est sûr qu'ils montent. Enfin, de toute façon, ils étaient Oui, quatrième. Georgia et Texas Tech vont monter. Texas Tech va monter. Oregon a battu Washington, qui Donc, est quand même oui, donc une bonne équipe. on les mettrait derrière Oregon. Est-ce que tu les mets 6 derrière Oregon ou est-ce que tu les mets Ouais, 7 on verra. derrière Ole Miss? Oui, c'est ça. Bah, c'est pas On a eu, déconnant, ouais, on verra. on a eu quand même aussi un gros match, enfin, ce qui était supposé être un gros match, Georgia Tech. Est-ce que tu as regardé, Max? J'ai regardé vite fait, mais alors c'était soporifique, hein. Exactement. J'aurais Ouah, pas pu mieux dire. c'était pas mon match principal, mais à chaque fois que je me mettais sur le match, waouh, c'est dur, hein. C'était dur. Alors la défense de Georgia a été excellente et il n'a pas encaissé de touchdown sur le match. Euh, mais après l'attaque de Georgia, ça a été poussif. Et heureusement que Georgia Tech semble vraiment être au bout du rouleau et en bout de course. Parce que il y a que 7 points d'écart. Au final, Georgia Tech s'en sort pas trop mal, mais surtout parce que l'attaque de Georgia, en fait, n'a quasiment rien produit, quoi. Ouais, bah mine de rien, je suis assez d'accord avec toi. Donc moi, je regardais le match, je me suis bien fait, je me suis bien emmerdé. Mine de rien, c'était pas le match du siècle et Oh, le San Diego State, New Mexico, il se passait beaucoup plus de choses. ouais, mais tu t'en parleras à d'autres moments. Peut-être que justement, on peut parler d'un autre match de la soirée où on a eu beaucoup Et plus. voilà, Georgia qui l'emporte contre Georgia Tech, qui assure sa place, enfin du coup, grâce à la défaite de Texas A&M, qui a assuré sa place en même temps en sec, et Georgia Tech qui sortira du top 25, c'est un petit peu tout ce qu'il faut retenir de C'est cette ça. soirée. Mais puis ils vont pas jouer non plus la finale de conférence puisque de toute façon c'était déjà hors Oui. conférence Georgia. Il y a un autre match que tu dis que tu as beaucoup regardé, mine de rien, c'est le Utah contre Alors j'ai regardé Kansas du coup State. le quatrième quart-temps, et ben c'est là où Mm. tout s'est passé, Mais parle-nous de quasiment. ce match. Et ben Utah était en difficulté face à Kansas. Et il y avait 14-10 pour les Jayhawks. Les Jayhawks qui se retrouvent en position de marquer. Et Daniels, qui n'a pas lancé tant d'interceptions cette saison, qui va lancer. Alors, il avait déjà lancé une interception. Enfin, il a lancé 3 interceptions sur ce match-là. Je crois que c'est la il a quasiment presque doublé son nombre d'interceptions dans la saison. Donc première interception en red zone, derrière Devon Denpierre qui trouve 2 passes exceptionnelles avec notamment Larry Simmons pour repasser devant. Les Jayhawks qui se refoutent
devant la red zone. Devant la red zone. Et là, c'est pick 6. Donc, en fait, en 6 minutes, tu passes de 14-10 pour Kansas à 24-14. Kansas va réussir à revenir à 24-21. Mais après, Utah va marquer un dernier touchdown, notamment encore avec un Devon Dunphy qui trouve Larry Simmons sur 48 yards et va finir le match très très gros dernier carton de Utah avec donc 2 interceptions dont un pick six et 2 touchdowns à la passe donc et c'est toujours Devon Dunphy pour Larry Simmons. Utah qui remporte sa 10e victoire de la saison et qui n'ira pas en finale de Big 12 mais qui se retrouve en équipe il toque à la porte. Après, est-ce que la porte va s'ouvrir Malheureusement, je pense pas. Mais voilà. Ça fait beaucoup d'équipes, surtout si on met BYU, etc. Ouais. Je pense pas qu'on Belle va fin de mettre. match, spécial Big 12 avec des interceptions. On a eu un pick six, on a eu des gros plays. Utah, c'est vraiment une équipe qui se nourrit de ces gros plays, que ce soit à la course ou à la passe. Devon Dunphy, c'est vraiment un gambler des fois par moment au niveau de ses passes, qui n'hésite pas à aller jouer dans le deep sur ses receveurs. Alors, des fois, ça lui joue des tours, mais là, sur ce match-là, il s'est bien trouvé avec Larry Simmons et Utah, mine de rien, quand même, fait une belle saison puisqu'il termine en 10-2 quand même avec donc 2 défaites face à BYU et face à Texas Tech. Donc Utah, la 3e meilleure équipe du Big 12. Ouais, c'est ça. En parlant d'interception et de la Big 12, on a eu la Territorial Cup qui était aussi vendredi soir d'ailleurs entre Arizona et Arizona State. Donc J'imagine que tu as dû regarder le replay. Oui, mais j'ai regardé le replay justement et je me suis à la fois régalé, à la fois un peu tiré les cheveux, donc j'avais pas forcément de soldats dans la bataille, on va dire, hein, puisque les deux équipes, c'était juste des anciennes de Pac-12, donc ça me faisait toujours plaisir de les voir. Par contre, qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur à la fois d'interception mal lancée, de fumble. Arizona et notamment à Arizona State, pardon, aussi, il y a eu Jeff Sims qui envoie 3 interceptions. Terrible, terrible, terrible quand même. Tu envoies 3 interceptions, tu as 2 fumbles également pour Arizona State, donc ils font 5 turnovers pour les Sun Devils. Forcément, les Sun Devils, ils peuvent pas gagner un match quand tu fais autant de turnovers. Au final, le match avait l'air un peu serré au tout départ, puisque Arizona, à chaque fois, arrivait proche d'aller marquer. Arizona était en train de dominer, mais il finissait par ne pas marquer. Donc, quand même compliqué. Au final, on se retrouve avec la Territorial Cup remportée par Arizona, juste parce qu'ils prennent un peu plus soin du ballon que Arizona State. Et les Wildcats qui étaient 25e, vont passer devant les Sun Devils. Gros match de Noah Fifita, 286 yards, un touchdown, avec on a également Chris Hudson, le receveur de Arizona, qui était un transfert d'Oregon avant, qui a fait plutôt un bon match, ouais. Il y a quelques années, puisqu'il est passé par Washington State. Quelques anciens d'Oregon dans ce match-là, Oui. avec Kenny Dillingham aussi côté Arizona State sur la sideline. Et ouais, Arizona State, malheureusement, la blessure de Sam Leavitt a vraiment précipité la fin de saison des Sun Devils, malheureusement. Et tu sens que l'équipe est à sa place, c'est-à-dire que elle est en 8-4. Je sais pas si elle aurait pu vraiment faire mieux. Tu vois quand même Non. que, notamment le jeu de course, ils l'ont jamais retrouvé cette année avec le départ de Scatebo. Et bon, après, ils font pas une mauvaise saison, 8-4. Ils vont faire un petit bowl sympathique, donc ça va. Mais voilà, petite saison de transition peut-être du côté d'Arizona State. Ouais, surtout avec, a priori, il y a des rumeurs comme quoi Sam Leavitt serait en train d'aller testerait le marché. Testerait le marché, c'est terrible à dire dans le collège football. Mais c'est la réalité maintenant. Testerait le marché de voir avec son agent pour essayer d'aller chercher le plus d'argent à côté. Donc, mine de rien, potentiellement que Arizona State pourrait se retrouver sans son quarterback. Ça serait quand même assez compliqué.
Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ouais. Et Est-ce qu'on passerait au... Arizona en scred, quand même, 9-3. Oui. On s'y attendait pas trop après l'année dernière qui était vraiment horrible. Arizona qui aime bien les années impaires, décidément, et qui va jouer un bowl pour viser une saison à 10 victoires. Il faudrait que je regarde Arizona à 10 victoires. Ça n'a pas dû arriver souvent. Je me demande si en 2023. Ah, c'est en 2023, si ils avaient fait 10 victoires et 3 défaites, donc ils peuvent à nouveau se retrouver à ce plateau-là. Donc c'est cool pour eux. Noah Fifita en plus fait une bonne saison. On en parle moins parce que c'est vrai que sa saison sophomore était un downgrade par rapport à sa saison freshman. Mais Fifita qui peut-être se déclarera à la fin de cette saison, peut-être. On verra. Ouais, on verra. Ensuite, arrivée la journée de samedi. Ouais. Samedi où on a eu quand même pareil, hein, c'était Rivalry On a eu un gros début de journée. C'est vrai que le dernier slate dans la nuit était un peu moins. Ah oui, j'ai dormi à 2h du matin cette nuit parce qu'il y avait mais je trouve qu'on plus a bien chose. Mangé sur le slate de 18h et de 21h30. Ouais. Après, il s'est passé des choses aussi quand même pendant la nuit, mais notamment, ouais, tu veux commencer par The Game peut-être? Oui, peut-être. Commençons par The Game pour ça. Toi, tu l'as regardé? Moi, j'étais en train de coacher, donc Alors je moi, pouvais pas le regarder en direct. j'étais sur la fin de mon taf, donc je matais d'un œil parce que comme je suis game master, ça va. Je peux me permettre de regarder un truc à côté quand je m'occupe du parce que les joueurs sont dans la pièce et nous on est à l'extérieur, donc ça y est, je peux regarder un peu d'un œil. Après, j'ai vraiment maté du coup, plutôt que comme je suis à 19h, j'ai pu vraiment regarder le deuxième quart-temps. Et Michigan y aura cru un quart-temps globalement, avec l'interception sur la première passe de Julian Seyin, mais malheureusement Michigan n'a pas réussi à marquer le moindre touchdown dans la rencontre. Et en fait, il n'y avait que 6-0. Juste après l'interception de Seyin, ils font un deuxième field goal, donc 6-0. Et puis après, Ohio State a commencé à trouver le rythme, notamment au sol, avec un Bo Jackson vraiment inarrêtable, intenable, Bo Jackson. Et à la passe, ça a surtout été Carnell Tate qu'on a beaucoup vu et Jeremiah Smith juste sur l'action de son touchdown qui a fait un petit peu débat. Certains disent est-ce qu'il y a touchback ou pas. Moi je pense pas. Je pense qu'il a le contrôle du ballon au moment où il rentre dans la end zone. Mais voilà, Ohio State a vraiment géré. Victoire 27-9 en donnant vraiment l'impression de contrôler le match du début à la fin et un Michigan qui avait bien démarré, interception, mais sans réussir à marquer touchdown, sans réussir à prendre le large. C'est un peu ce que disait Kevin dans le 1-2-6. Ohio State qui avait reposé pas mal de ses joueurs la semaine d'avant, et donc peut-être un manque de rythme en début de match. Il fallait que Michigan profite de ça en début pour essayer de prendre le plus de points d'avance. Ils n'en ont pas pris assez, et malheureusement, plus le match a avancé, plus le score du match demandait à Bryce Underwood de jouer, de lancer. Et malheureusement, le QB freshman termine avec une très mauvaise feuille et un Michigan qui a baissé les armes, enfin qui a vraiment baissé les armes. En plus avec la neige qui s'est mis à tomber au cours du match, etc. Donc ça, Ohio State, voilà, qui met fin à une longue période sans victoire face au rival et sans avoir été exceptionnel, mais ils ont fait le taf, que ce soit défensivement ou offensivement. Et cette équipe d'Ohio State est terrifiante. Honnêtement, je ne vois pas qui peut les prendre sur 60 minutes. Parce Je que suis assez d'accord avec toi, parce que même au niveau de la physicalité, tu vois. Ouais. Plus le match avançait, plus il leur marchait dessus sur les lignes. C'est ça, tu dis qu'ils ont à la fois la partie technique, la partie vitesse sur les extérieurs, etc. Et ils ont aussi la possibilité d'aller te rentrer dedans pendant 60 minutes. Donc ça montre une équipe qui est complète. Une équipe qui est complète à ce niveau-là de la compétition où tu vas rentrer en finale de conférence, en play-off également. Une équipe qui est complète, c'est tellement dur à jouer. Julian Seyin qui est propre, qui est vraiment propre. Encore une fois, il se l'interception retrouve. en début de match, mais. Oui, mais encore une fois, il se retrouve avec presque 75% de balles complétées. Donc ça, c'est sur la saison, il doit être à combien sur la saison, il est à Je vais te dire ça tout de suite. 78, 79%, quelque chose comme 78,9.
Oui, c'est ça, c'est que c'est quand même quelque chose. T'en Il rêverais est toi, non? c'est ça, alors moi non, enfin moi j'en rêverais dans mon équipe en France, mais Ouais, c'est ce que je veux dire, un QB comme ça dans ton équipe. oui, non, mais c'est sûr. Après, il y a aussi quelque chose à dire, c'est qu'on parle beaucoup de l'attaque de Ohio State, mais la défense Mmh. de Ohio State, c'est solide. Ouais, C'est tu sais, c'est solide, quoi le solide, match où ils ont solide. encaissé le plus de points? Bah, ça doit être C'est Illinois Illinois. et C'est c'est 16. Illinois, ouais. C'est Illinois 16. à 16 points. C'est Quelle, 16. enfin, la défense Là, ils sont sur une streak fabuleuse. de 4 matchs où ils encaissent 10 points ou moins. Et pas de C'est touchdown. et ouais, et pas de touchdown, ouais. Là, ça fait 2 matchs qu'ils ont pas encaissé de touchdown, effectivement. Parce que Oui, contre et puis. Purdue et UCLA, ils en ont encaissé un à chaque fois. Ah oui, mais ils ont Mais clairement la meilleure c'est défense du pays. Et ça, on sait, on dit toujours, hein, la défense, l'attaque gagne des ah matchs, oui, la défense gagne des championnats. Mais eux, ils ont la défense et l'attaque. c'est ça. Ouais, Comment ouais. est-ce que tu veux je pense que le back-to-back a l'air, je dis pas signé déjà, parce qu'on Non, mais ne c'est le sait jamais ce favori. qui arrive. C'est le Mais favori. Hâte de voir le match contre oui. Indiana, forcément. Indiana, qu'on n'a pas trop parlé, mais qui a roulé sur Purdue vendredi soir. Ça va être un match-up 1 contre 2, donc comme disent les Américains, un Game of the Century pour la finale du Big Ten. Ça va être très intéressant, mais je pense que le test est beaucoup plus pour Indiana que pour Ohio State. Et franchement, si Ohio State met une statement sur Indiana, ils vont arriver en playoff avec un statut là. Ça va être dur d'aller les chercher. Ah oui, bon, clairement. En plus, avec un bye week, ça va Mm. être quelque chose d'assez facile. Donc, The Game, pour la remporter pour la première fois depuis quand même quelques années, 2019. ça faisait 4 ans, ouais, hein, 4-5 ans qu'ils n'avaient 2019, pas. parce que la rencontre de 2020, c'était pas joué parce que Michigan Oui. avait chopé le Covid. Bon, il se serait fait anéantir cette année-là. Et après, par contre, 2021, 22, 23 et 24, c'était pour Michigan. Oui, bah c'est plus facile quand ils avaient le playbook de l'autre équipe, hein, donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Connor mais voilà. Stallion n'aurait jamais laissé ça. Il n'aurait jamais permis ça. Mais bon, malheureusement, il Fabuleux quand même. Et puis au final, à 21h30, on a eu, peut-être à 18h, on a eu le slate de 18h, il y avait toujours Miami contre Pittsburgh Mm. pour qui se jouait pour une place en finale de ACC. Ouais, enfin, il y avait un scénario enfin, c'était vraiment chaotique les chemins pour accéder en finale, mais ce qui était sûr, c'est que le perdant serait out. Et Miami qui a vraiment pas fait dans la dentelle, honnêtement, victoire 38-7 avec un shutdown complet de Pittsburgh en deuxième mi-temps, un gros match de Malakai Tony avec 126 yards en 13 réceptions et un touchdown pour le freshman receveur de Miami, et Miami qui termine la saison sur une très grosse victoire du côté de Pittsburgh, qui malheureusement, on en reparlera un peu plus tard, n'ira pas en finale de l'ACC, qui ne pourra espérer n'aller en playoff qu'en étant repêché at large, qu'on verra aussi si le comité les repêchera. Mais ouais, Miami qui a fait une très grosse rencontre. Carson Beck a lancé une interception, mais a marqué 3 touchdowns, 23 sur 29, 267 yards. Et Malakai Tony a aussi lancé un touchdown, euh, ils nous ont fait un petit trick play, ils se sont permis un petit trick play également. Donc voilà, match facile pour Miami. Il n'y a vraiment pas eu de discussion dans le match. Et cette équipe de Pittsburgh qui termine avec quand même 2 sorties à domicile où ils prennent 38 points à chaque fois. Et c'est Ouais, dommage pour. c'est pas facile, Mm. mauvaise fin de saison pour Ouais. Pittsburgh qui T'as aurait pu l'exploit à espérer Georgia mieux, hein. Tech. T'as l'exploit à Ouais. Georgia Tech, enfin l'upset à Georgia Tech, mais sauf que Notre-Dame, tu te prends 38 pions, enfin 37, là tu t'en prends 38. Ouais. Défensivement, ça n'a pas été ça pour Pittsburgh. Exact. Mais au final, je pense que ça émet quand même une question. Là, tu l'avais dit, hein, pour Miami qui passe au at large, ça va être assez compliqué, notamment sachant qu'ils ne vont pas être le champion de ACC. Peut-être on peut en parler rapidement de qui va être en finale de ACC. Ça va être Duke. Duke qui est à 7 victoires, 5 défaites. Ah, ça c'est le braquage, hein, c'est vraiment. Ouais. Euh,
c'est un braquage parce qu'en fait, ils ont perdu hors conférence, mais ils ont gagné en conférence. Donc, ils sont Mm. à, En ils sont à 6-2. 6-2. Ils sont Il y a retrouvés plein à. d'équipes, il y a plein d'équipes à 6-2. Il y a eu une égalité à 1, 2, 3, 4, 5 équipes qui se sont retrouvées en 6-2. Et en fait, Duke qui a battu Wake Forest et qui a profité de la victoire de California sur SMU pour se retrouver en finale, puisque en cas d'égalité à 5, c'était eux qui étaient avantagés. Sinon, SMU serait allé en finale de conférence, mais SMU a raté un field goal pour égaliser Après, en toute fin de il match. restait 50. Enfin, c'était un kick-off de 50, un field goal de 53 ou 54 yards. Ouais. Donc compliqué à faire. Mais qu'est-ce qu'il a bien joué, Mm. GKS, hein, donc le quarterback Saga Polo Télé, ouais. de California, Sagapolote, effectivement. Qu'est-ce qu'il a bien joué. Moi, j'ai trouvé vraiment fort, comme tout au long de la saison. C'est un true freshman et ça, c'est un nom qu'il faudra garder. Ancien commit d'Oregon qui est officiellement un transfert puisqu'il avait fait les Il était entraînements du arrivé, ball ouais. game. Il a Ouais. fait les entraînements de ball game et puis il s'était rendu compte qu'il allait pas starter sa première année et il voulait partir, donc il est parti. Mais Il avait commit à California, puis finalement il avait ouais. décommit pour venir chez vous, puis finalement il s'est dit bon, ouais, je repars à Cal. Oui, il s'est dit ce serait plus simple de jouer rapidement. Mm. Il a bien Espérons une fait en petite. soi parce il sort une première grosse saison pour un true freshman. Hein. Oui, ok, carrément. Donc ça pose la question de la finale de ACC. On va être contre Virginia, donc Duke Ouais, contre Virginia Virginia. qui a fait le taf contre Virginia Tech. Eux, il fallait qu'ils Ouais. gagnent et ils y étaient. Et donc Duke, ouais, on sait pas comment il termine. On sait pas comment il termine là, mais voilà, ils sont. Imagine, tu te rappelles le mème de Miss France là où il disait Ah mais oui. vous demandez certainement qu'est-ce qu'elle fait là celle-là, bah absolument, absolument Duke 7-5 Mm. qui a une chance d'aller en playoff. Imagine qu'il y a une équipe à 8-5 qui irait en playoff. Alors, j'ai un avis que. Donne-nous ton avis. Alors, faudra attendre le classement du comité mardi. Mais il y a un monde où on a deux équipes G5 en playoff. Parce que si, on faudra voir si le comité classe Duke mardi soir dans le top 25, déjà pour commencer. Et est-ce que James Madison, par exemple, et North Texas seront derrière Duke ou devant Duke, tu vois? Mais il y a un monde où Duke gagne l'ACC, mais James Madison étant classé devant eux, gagne la Sun Belt et le vainqueur de North Texas Tulane également, peut-être que Duke ira pas en playoff et que ce sera peut-être deux équipes de G5. Il faudra voir mardi. Du coup, alors là, la théorie, elle serait folle parce que c'est vrai que À faut voir rappeler mardi. aux À voir. auditeurs. Et en fait, je pense que beaucoup d'auditeurs n'ont pas la différence que il n'y a pas 4 places qui sont réservées Ouais. aux champions C'est les 5 meilleurs champions tout c'est court. ça. C'est les 5 meilleurs champions. C'est pas les 4 du Power 4 et le champion du Group of 5, quoi, le meilleur champion du Group of 5. Sauf que C'est souvent un peu ce qui voilà, est, c'est ce qui est après dit. quand ils ont fait l'annonce, tout le monde s'est dit bon bah en temps normal, ça va être 4 plus 1, mais Oui. là, en fait, Duke peut peut-être nous montrer que le cas 3 plus 2 existe. Il faudra voir en fait ce que le comité va mettre mardi. La position de Duke ou non dans le top 25 donnera déjà une indication. Et surtout, est-ce que James Madison va rentrer, par exemple, si on est mardi soir et que tu vois Tulane, North Texas et James Madison sont dans le top 25 et pas Duke, par exemple, dans ce cas-là, tu peux te dire, si Duke gagne l'ACC, mais que James Madison et du coup ou Tulane ou North Texas gagne, peut-être que du coup ça va être deux équipes G5. Mais si ça se trouve, le comité va pas nous classer James Madison et va nous mettre Duke 25, tu vois. Comme ça, il se lave les mains, comme on dit, en disant voilà, si Duke gagne, qu'on vienne pas m'emmerder avec cette équipe qui est en Sun Belt là. Tu vois, faudra voir, mais il y a un monde Ouais. où Et il y a aussi un monde où t'es Virginia ou enfin par exemple Duke, si Duke remporte la finale de la ACC, mais que derrière, je sais pas si on n'a pas forcément rappelé les news, mais il y a eu beaucoup de nouvelles embauches ouais, de coach principal, d'American. notamment d'American. Ils ont, c'est ce que tu disais, hein, Max, ils ont, je crois que les 5 premiers, ils ont plus leur coach. Alors,
Tu prends les 6 premiers. Donc, tu as North Texas, Eric Morris coachera la finale avec North Texas et après direction Oklahoma State. Ryan Seaver, John Sumrall, on va faire dans l'ordre. John Sumrall, pareil, finale avec Tulane et derrière direction Florida. Ryan Silverfield avec Memphis qui partira pour Arkansas. Donc lui, il va partir parce qu'il n'y a pas de finale de conférence. Donc lui, c'est bon, il est déjà dans la semaine à Arkansas. Et Alex Golesh avec South Florida qui part du côté de Auburn. En fait, les deux seuls qui restent, c'est le coach de Navy, le coach de East Carolina qui bouge pas. Mais sinon, ouais, il y a 4 des 6 meilleures équipes qui auront pas leur coach l'année prochaine et qui auront en fait tout simplement pas leur coach fin du mois. C'est ça. Après, Après, à voir Eric si, par exemple, Morris, North alors Texas remporte la finale et ça a qu'ils déjà vont en été. playoff. Alors, C'est ça. Baptiste nous a dit que Oklahoma State a autorisé, enfin, du coup, il y a eu un accord. En gros, si North Texas va en playoff, Eric Morris reste pour le match de playoff et rejoindra Oklahoma State quand le Mean Green sera éliminé. Pour Sumrall, on ne sait pas encore parce que l'annonce vient de tomber aujourd'hui, donc peut-être que c'est le même accord. En gros, bah, si on gagne, on va en playoff, on arrivera un peu plus tard. Donc ce sera à voir. Ce sera à voir. J'espère que le vainqueur de l'American, s'il va en playoff, normalement devrait y aller, mais on ne sait jamais, s'il va en playoff, aura son coach quand même en sideline. Surtout que les deux coachs ne font pas le même cinéma que Lane Kiffin est en train de faire actuellement du côté d'Oxford, donc on verra. Mais c'est sûr que c'est bizarre parce que du coup tu vas en playoff avec ton gars, mais ton gars il va partir. On sait que c'est le moment aussi où tu as les signatures de lycéens, tu as le portail des transferts qui s'ouvre en janvier. Donc tu as un coach qui va à la fois devoir préparer un match de playoff et à la fois préparer le recrutement pour sa prochaine équipe. On est vraiment sur une situation, tu as le cul entre deux chaises. C'est comme c'est Geoffrey qui disait dans notre discussion, faudra vraiment penser à transformer un peu le calendrier parce que c'est pas sain en fait. Ta saison est encore en cours Ouais, et puis surtout, tu vas te retrouver avec je dirais pas une tendance, mais même, enfin même, on peut appeler ça une tendance, c'est que tous les ans, il y aura un coach enfin un ou plusieurs coachs de Group of Five qui va faire une super saison avec une équipe ouais. qui est un peu moins censée être un peu moins performante et qui va se retrouver à être le gros nom à aller chercher. Et ce gros nom à aller chercher ah bah tiens, une équipe de sec potentiellement va pouvoir aller chercher Ouais. un gros nom. Et donc, va falloir absolument pour le recrutement, on sait avec le Early Signing Day ce que ça donne. Tu es obligé d'aller recruter fortement, fortement en décembre. Donc, qu'est-ce que tu te retrouves à faire? Tu te retrouves à engager un coach Surtout que qui va s'en aller. si tu es un coach qui performe avec une équipe G5, tu es en position d'aller en playoff. Parce que la performance d'une équipe G5, elle se calcule là. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir souvent, peut-être tous les ans, l'équipe G5, je caricature, mais ça se trouve tous les ans, l'équipe G5 qui va en playoff, en fait, son coach, il a déjà été pris par une autre équipe et où il est sur la sideline, mais il se dit, bon, c'est peut-être mon dernier match parce qu'après, je pars en sec ou en Big Ten ou je sais pas. Ou ça se trouve carrément, à chaque fois, l'équipe G5 va se ramener sur son coach parce que le gars est déjà parti. C'est ça. L'année Puis, dernière, c'était pas le cas avec qu'est-ce que Boise ça veut dire State, mais du G5 aussi? Tu vois, ouais, le ouais. G5, mine de rien, Eric Morris, si on prend le cas d'Eric Morris, qui est qui est à North Texas, il est en, il préfère partir de North Texas pour aller coacher Oklahoma State, qui à ce moment-là où il choisit en 2-9, je sais même pas ce qu'ils ont fait ce week-end, peut-être en Ils ont 2-10 perdu, je à crois, ils ont perdu contre Ohio State. Iowa State. Iowa. Donc, tu préfères aller, plutôt que d'avoir une place un peu sécurisée en playoff avec North Texas, tu préfères te barrer dans une équipe qui a 2 victoires, 10 défaites, Mm. parce que c'est du Power 5. Donc, il y a quand même je pense, beaucoup de Ouais, choses à c'est sûr. revoir sur le Faudra voir. On en calendrier. saura plus dans les jours à venir. On en saura plus après la finale de conférence. En fait, dimanche soir, déjà, on verra si on aura une ou deux équipes de G5 en playoff. Ça dépendra beaucoup du vainqueur de. Enfin, déjà, ça dépend du classement de mardi soir et puis etc. Et puis, bah, on verra. Là, on va. C'est un crash. Enfin, c'est un test grandeur nature. Et on verra si les coachs partent après la finale de conférence ou si le qualifié en playoff bah, reste encore un peu pour les playoffs. C'est ça, exact, exact, exact. Je crois qu'Eric Maurice, déjà, c'est acté. S'il gagne et qu'il va en playoff, il restera au moins une semaine de plus. Du coup. Ouais, c'est ça. On se fait les matchs de 21h30, Ouais. notamment avec
une grosse rivalité rapidement, le match de 18h, on n'a pas parlé, mais Texas Tech, 49-0 à Ouf, West Virginia. franchement, je voulais même pas en parler Ouais, de ce mais match. les Red Raiders qui ralentissent pas et qui sont archi. Enfin, pour moi, c'est les gros favoris de la Big 12. Hein. On verra le rematch contre BYU, mais cette équipe, j'ai vraiment hâte de les voir en playoff contre une grosse équipe de SEC ou de Big Ten parce que je pense que c'est un dark horse dans les playoffs. Tu vois, c'est vraiment l'équipe que pas beaucoup de gens veulent jouer, je pense. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais je voulais même Allez, pas en 21. parler parce que Ouais, mais juste 49-0. vite fait. 21h30, on parle de Oregon. Vas-y, Oregon-Washington. Oregon-Washington. Donc, cascade clash. exactement. Grosse rivalité en, en tout cas récente, entre les Ducks et les Huskies. Donc Oregon qui était 6e du pays qui se déplace à Washington. Washington qui n'était pas classé, 8 victoires, qui était à l'époque à 8 victoires, 3 défaites. C'est quand même une bonne équipe de Washington qui aurait peut-être mérité d'être classée s'ils n'avaient pas perdu en tout cas contre Wisconsin il y a 2-3 semaines. Ils auraient été clairement classés. Là, les Ducks on va dire danger, puisque des matchs de rivalité contre des équipes qui sont quand même dangereuses, pas forcément classées. Si tu perds, y a un monde où tu es vraiment en galère pour aller en playoff et justifier avec 10-2 d'y aller en playoff. Donc c'était un match où il fallait absolument gagner pour Oregon et le contrat a été rempli. Dante Moore, 20 sur 29, 286 yards à la passe, un touchdown. Donc très bon match de Dante Moore qui était très clutch. Il a fait des lancers super clutch. Notamment un lancé pour Malik Benson, le receveur ancien transfert de Florida State, qui cache la balle entre 5 joueurs et qui trouve un moyen d'aller au touchdown. Très gros match, on va dire, offensif à la passe, alors que d'habitude, Oregon domine plutôt à la course, mais là, Washington a fait un bon job d'arrêter la course. Hein, le meilleur running back, le running back avec le plus prolifique, ça a été Noah Whittington avec 47 yards en 17 portées. Donc, c'était pas un match de folie pour le jeu à la course d'Oregon. Et Damon Williams, le quarterback de Washington, a réussi à être bien, je pense, bien muselé. C'est un quarterback qui court beaucoup. Il a fait 2 interceptions, notamment parce qu'il il était quand même sous pression. Et Washington a mis un bon running game avec notamment Adam Mohamed qui a fini avec 105 yards. Et donc voilà, c'était quand même un match qui était assez serré au vu du score. Hein, 26-14, on a 12 points d'écart. Washington était remonté même à 14-19. Donc il y avait 19-14 dans le dernier quart. Et Oregon a su marquer et récupérer la balle après assez rapidement, notamment avec une interception, ce qui amène cette victoire. Oregon qui assure sa place en playoff, hein, maintenant Oui. on peut dire à 100% Oui, mais en plus, en étant 6e. tu joues pas finale de conférence, donc tu resteras à 11-1 et C'est ça. Oregon Tu joues pas les finales de conférence et derrière tu vas aussi va te ramener. accueillir sûrement le premier match. C'est ça. Et sûrement contre le champion en tout cas dans les prédictions là actuelles, ça serait le champion de ACC ou le champion de conférence la plus haute qui serait du côté de Eugene. Finalement, ça peut être toute la bonne opération pour Oregon. Ouais, non, c'est Euh, clair. qui Ils t'assure sont, d'avoir une opposition un tout petit peu plus faible, entre guillemets, à domicile en fait, janvier. Donc, ils ont ça fait le serait taf. sympa. Ouais. Contrat Victoire. rempli. Oui, voilà, contrat rempli. Ils ont mené tout le long du match en gardant Washington à distance respectable, on va dire. Et maintenant, ils vont avoir du temps pour préparer ce premier tour qui arrivera le 20 décembre, autour du 20 décembre. Et contrat rempli pour Oregon, dans une année avec une équipe rajeunie, retour déjà en Et énormément de blessés. énormément de blessés. Tu as Tes joué 3 sans meilleurs tes. receveurs Ouais. sont blessés. Enfin, on va dire que tes 2 ou 3 meilleurs receveurs sont blessés. Sur la O-line, tu as eu quelques blessés aussi. Voilà, c'est quand même une année qui était une équipe qui est très jeune. Il y a beaucoup de Mm. freshmen. Je crois que la statistique, donc, avant que Dakorian Moore se blesse,
Oregon avait je crois que c'était 60% des points marqués et des yards obtenus étaient faits par des true freshmen. Ouais, non, franchement, tu arrives à Bon réaliser travail. ce que tu fais avec cette équipe-là déjà là, et tu peux te dire que le futur, l'année 2026, s'annonce déjà Ouais, très fort. clairement. Et petite nouvelle, enfin pas forcément de nouvelle, mais euh, rumeur qui s'intensifie. A priori, Tosh Lupoy, le coordinateur défensif d'Oregon, irait du côté de Cal pour être le head coach, Oui, puisque parce que Cal a viré son coach Justin Wilcox avait été viré, donc après la Tosh défaite Lupoy contre serait le Stanford. favori, et que ça serait à peu près de ce que ça en dit dans les coulisses à Oregon, c'est que ça serait inévitable. Donc voilà, à voir s'il part aussi avant les playoffs, parce qu'un coordinateur défensif de ce calibre-là, en tant que Tosh Lupoy, ça, honnêtement, c'est quand même assez important. S'il le perdait avant les playoffs, ça serait quand même compliqué. En tout cas, moi je suis content. Je suis content de ce match-là et de cette qualification en playoff qui est assurée, surtout avec un match à domicile. À voir le classement qu'Oregon recevra, puisque Mm. en fonction de qui va jouer, peut-être que Ouais, ouais. l'adversaire va être En plus, différent. tu vas monter avec les défaites de Texas A&M, je pense que tu vas grimper une petite place. Mm. Donc, C'est ça. Au moins, là, t'as si tu pas à veux, jouer. il y a le coach Paul qui est sorti. Vous êtes passé quatrième sur le coach Paul, donc vous avez pris une petite place. Donc, on peut se dire que le Donc, du coup, comité ce serait fera de quoi? même. C'est devant Texas Tech? Ouais, devant Texas Tech et Ole Miss, du coup. Ok, bon. Mais après, c'est le coach Paul. Donc, c'est le Oui, non, premier c'est vrai classement qui que. sort, mais ça peut donner déjà une petite indication. Bon, après, je vous vois pas Exact. gagner. Je vous vois pas gagner deux places. Je pense que vous allez gagner une place parce que vous avez profité du fait que Non. Texas A&M Puis est surtout, il y a pas perdu. de. Oregon ne sera pas champion de conférence, donc quoi Non, qu'il arrive, il n'aura pas de bye week non. récente. Sachant qu'Oregon, en plus, quand ils ont des bye week, soit ils se blessent, soit après ils reviennent tout mou. Notamment, on l'avait vu hein, au Rose Bowl contre Ohio State. Donc, il faudra faire attention Faudra à. pas refaire la même. C'est pour ça que peut-être que d'avoir ce premier tour contre un adversaire abordable entre guillemets, C'est peut-être une ça. bonne nouvelle. Après, attention, faut prendre tous les matchs sérieusement. Si tu Euh, les as pas joués depuis 20 jours aussi, c'est quand même 3 semaines mm, de bye week, quoi qu'il ouais. arrive. Donc, à voir ce que Mais ça dans une équipe donnerait. avec autant de blessés qu'Oregon, c'est quand même bien d'avoir ces Oui, mais trois en fait, les semaines. blessés d'Oregon, ils arrivent pendant les bye week. Ils se blessent pas pendant les matchs. Ah, ça c'est c'est un autre D'accord, problème alors. d'accord, Yann Moore s'est blessé pendant la bye week. C'est un autre problème ça alors. Kenyon Sadik s'était aussi blessé pendant la bye week, etc. Enfin bref. On verra. Victoire donc des Ducks face aux Huskies 26-14. Dans le même temps, on avait un match entre LSU et Oklahoma. Mm. Oklahoma qui s'est fait Très peur, défensif, très défensif ce très match. défensif. John Matir a pas été foufou. Non. Je vous spoil un peu du résultat. C'était 17-13 pour Oklahoma contre LSU qui n'était pas classé. Hein, Mm. LSU qui va terminer en 7 victoires, 5 défaites, avec 5 défaites en sec, 3 victoires seulement pour LSU en sec. Oklahoma qui était 8e du pays, qui s'est fait très 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 peur, je pense, notamment à un moment où LSU se retrouve à 13-10 Mm. avec 5 minutes à jouer dans le quatrième quart. Hein. Donc ils sont pas si loin, mais gros espace Ouais, et de puis John Matir la défense d'LSU pour a Isaiah été Seteni. Ouais, c'est la ça. défense d'LSU a été excellente tout le match. Force 3 interceptions sur John Matir. Qui sont aussi dégueulasses, hein. Elles sont pas belles celles-là. Oui, mais voilà, parce qu'il y a de la pression qui arrive sur Matir, etc. Et là, le busted coverage sur Satenia, en fait, c'est le corner qui. Je sais plus le truc, mais ils sont en cover 1, LSU, je crois, et le safety qui reste dans sa zone, et du coup, et le corner également, et du coup, Satenia qui se retrouve vraiment tout seul. Et bah voilà, après Matir qui n'a plus qu'à ajuster sur Satania, et Satania qui marque le touchdown de la victoire sur un vrai manque de communication dans le backfield de LSU. Et c'est dommage parce ils avaient vraiment le match en main. Ils avaient forcé plusieurs fois Oklahoma à du three and out dans le dernier quart-temps. Ils avaient marqué un field goal pour repasser devant à 13-10. Et c'est vrai que là, ce gros problème de couverture fait gagner Oklahoma. Oklahoma derrière qui force le turnover on downs et qui remporte le match
petite victoire d'Oklahoma, j'ai pas envie de dire belle victoire, mais Oklahoma, comme toute la saison, a été résilient, s'appuie aussi sur une défense qui n'encaisse pas beaucoup de points et qui permet toujours à son attaque d'être en position de remporter le match. On verra maintenant en playoff, mais Oklahoma sera une équipe chiante à affronter défensivement, mais offensivement, c'est pas une équipe qui pose beaucoup de problèmes. Ça dépend des moments, mais des fois, ils ont de la dynamite et puis des fois, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, en gros, je pense grosse frayeur du côté de Norman. En plus, ça jouait à Norman et je pense qu'ils ont eu peur dans la foule. Ouais. C'était pas l'ambiance n'était pas folle quand LSU a marqué. C'était tendu. Mais d'ailleurs, LSU a lancé une interception en red zone en tout début de match. Je ne sais pas si tu avais vu le résumé. Non, parce que moi, je suis arrivé dans le match pour la fin du match. J'ai regardé la moitié du 4e quart-temps, donc j'ai pu voir les three and out, le field goal et du coup le touchdown d'Oklahoma, mais j'ai pas regardé le début du match parce que moi j'étais du côté des Commodores, du côté de Tennessee. Bah parlons de ce match justement. Aïe aïe aïe. Diego Football. Diego Football, Cédric Alexander. Est-ce qu'il a eu son Iceman moment aujourd'hui? Et je pense que oui. Oui, il l'a eu, c'est sa grosse course de 50 yards, 40 yards pardon dans le 3e quart-temps. Vanderbilt, il y avait 21 partout à la mi-temps. 21 partout à la mi-temps avec un Tennessee qui force 2 interceptions sur Diego Pavia. Diego Pavia notamment une interception qui est vraiment mal lancée. Il cherche à tout prix, je crois que c'est Trey Richardson, mais il a juste mal et en fait Trey Richardson est quasiment doublé. Et donc c'était compliqué. Mais un Vanderbilt qui arrive à égaliser juste avant la mi-temps sur une très très belle passe de Diego Pavia pour je crois que c'est Trey Richardson, je crois c'est Trey Richardson qui marque. Et par contre en deuxième mi-temps il n'y a eu qu'une seule équipe. Il n'y a vraiment eu qu'une seule équipe. Tennessee ne va réussir qu'un seul drive et malheureusement pour eux ne va réussir à ne marquer qu'un seul field goal. Le jeu à la course de Tennessee a complètement disparu en deuxième mi-temps et ils ne se sont remis qu'à la passe qu'aux passes de Joe Aguilar, sauf que quand le terrain se resserre, le jeu de Tennessee est plus compliqué en fait, parce que c'est très vertical. Donc quand t'as 60-70 yards à parcourir, c'est très efficace, mais quand on a plus que 30 ou 25 à parcourir, c'est tout de suite plus compliqué. Et avec un jeu de course qui a vraiment été annihilé, parce que je crois qu'ils finissent la deuxième mi-temps avec 5 ou 6 yards à la course. Alors que la première mi-temps, ils sont à une centaine quasiment. Donc grosse défense de Vanderbilt, très grosse pression mise sur Aguilar, plusieurs sacs vraiment décisifs et en attaque, on est passé au sol avec Diego Pavia et Cédric Alexander qui fait également un très très gros match et ça a déroulé et Vanderbilt a vraiment fait un très 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 gros match, 45-24 à Tennessee. C'est leur première victoire depuis très longtemps du côté de Knoxville. C'est la première fois qu'ils gagnent contre Tennessee quand Tennessee est classé. Et une attaque franchement de Vanderbilt très plaisante à voir jouer. Ouais, et comme tu dis, ça a été compliqué pour Diego Pavia avec ses 2 interceptions en début de match. Et du coup, il s'en est remis au sol. Et du coup, ça a beaucoup plus ouvert après pour le jeu à la passe. Parce que comme il faisait vraiment régner cette double menace, même triple, hein, avec Cédric Alexander aussi qui fait un très gros match, 10 portées, 115 yards, 3 TD. Et du coup, ça l'a libéré après pour le jeu de passe. Et mine de rien, ils ont un bon corps de receveurs, hein, entre Stower, Richardson, Cyril. Il n'y a pas que Diego Pavia dans cette équipe. Et Vanderbilt qui réalise la première saison à 10 victoires de son histoire. Et ça, franchement, c'est beau. Ouais, ça, c'est un gros argument aussi pour Diego Pavia Iceman, outre son Iceman moment qu'on a pu avoir. Et le touchdown à la course aussi. C'est vrai qu'il y a son touchdown à la course aussi dans le 4e quart où il s'échappe sur le côté et il va marquer. C'est le dagger, hein, parce que là, on passe à 38-24 à ce moment-là et Tennessee ne reviendra pas. Ouais, maintenant, c'était la victoire. Est-ce que Vanderbilt va aller en playoff? Je pense que ça va être un peu court.
10-2, t'es 14e. Ouais, Devant ça va être toi, court. ça n'a pas énormément perdu, mine de Il aurait rien. fallu qu'Oklahoma perde, notamment, tu vois. Oui, si Oklahoma avait perdu, on sait qu'ils auraient eu cette place, je Hum, pense. Malheureusement, ce sera court pour les playoffs. A priori, c'est 11% de chance Ouais, d'aller en playoff. mais Euh, brave, félicitations pour la saison que Vanderbilt a fournie. 2 défaites seulement. Défaite à Alabama et à Texas. Donc, et encore à Texas, il démarre très mal. Et tu rajoutes 5 minutes dans le match et je pense qu'ils le gagnent. Parce que vraiment, ils avaient fait un début de match catastrophique. Et derrière, ils échouent à un field goal. Et franchement, non, ça a été une équipe coup de cœur, honnêtement. Parce que ça joue bien, parce qu'offensivement c'est plaisant à voir jouer, et même la défense s'est mise au niveau cette année. Parce que Diego Pavia, en fait, est une personnalité polarisante. C'est vrai qu'il y en a qui le détestent, d'autres qui l'aiment. Moi, je suis plutôt du camp qui l'adore parce que c'est un vrai personnage. Et on se rappellera, franchement, on se rappellera longtemps de cette saison 2025 de Vanderbilt. Et c'est dommage ouais, de pas aller voir en playoff. Maintenant, ils auront un beau bowl à jouer pour clôturer et faire la première saison à 11 victoires de l'histoire du programme. exact. Je pense que Diego Pavia, d'ailleurs, va jouer en ball. C'est pas un mec qui, à mon avis. Je le vois pas opta. En plus, soyons honnêtes, il n'a pas vraiment d'avenir en NFL parce qu'il a pas le Oui. physique, il a pas la taille. Je pense qu'il sera dans une équipe NFL cet été, tu vois. Je pense qu'il fera des camps et tout, mais je pense pas que je pense pas qu'il fera carrière en NFL parce que il a pas le profil, le morphotype d'un QB NFL, même au niveau de son jeu, c'est pas vraiment. Je sais pas si ça peut vraiment se transférer à un jeu NFL, mais oui, je pense qu'il jouera le ball. J'espère en tout cas. Et puis on verra l'année prochaine Vanderbilt. Mais voilà, Clark Lea a prolongé. Diego Pavia a dit que ils étaient une des équipes avec le plus de nil de la SEC et que du coup, venez jouer à Nashville, la ville est trop bien, on a de l'argent, on a un super coach. Ils vont peut-être réussir à flip Jared Curtis, le 5 étoiles de Georgia, le QB 5 étoiles qui est Ça censé aller à serait Georgia. vraiment fou pour vrai. Donc Ça ouais, serait non, incroyable. Vanderbilt peut-être peut s'appuyer sur cette saison et devenir un programme qui compte en sec. On verra, mais c'était un match très cool. Franchement, c'était vraiment un match cool à suivre. Et dommage pour Tennessee qui s'est vraiment éteint en deuxième mi-temps et qui n'a pas battu les allégations qu'on a cette saison sur Tennessee, qui est une équipe sympa, une belle attaque, mais malheureusement, pas de victoire contre des équipes classées. Dès que le niveau s'est élevé en face, Tennessee n'a pas existé. Ouais, exact. On finit avec l'Iron Ball, Ouais, si ça te va. Une conclusion pour l'Iron Ball à victoire de Alabama, 27-20 contre Auburn. Auburn qui était en difficulté tout toute le la saison. Ils ont match. d'ailleurs Ouais. viré leur coach. C'était Hugh Freeze. Mm. Qui est-ce qui l'a remplacé déjà? C'est Alex John Golesh, Sumrall? Alex Golesh, c'est pardon. Alex Golesh. Sumrall, c'est Florida. Oui, on s'y retrouve Oui, c'est plus hein, ça. avec tous ces coachs américains qui Écoute, partent moi je suis perdu, hein. Mais Alex Golesh, du coup, le coach de South Florida, qui part pour. Alex Golesh qui a fait un très bon travail cette année avec Ouais, South Florida donc, qui a fait pour un gros remettre travail, en. pas que cette année, parce que quand il récupère le programme, ils sont en 1-11. Derrière, il fait une saison en 7-6, puis à nouveau une saison en 7-6, et là, ils sont en 9-3 avec un Byron Brown historique, puisque 3000 yards à la passe, 1000 yards à la course. Euh, et une grosse attaque du côté de South Florida et une défense qui encaisse beaucoup de yards mais qui est très agressive et donc qui provoque des turnovers. Malheureusement, ce genre de défense, quand tu n'arrives pas à provoquer les turnovers dont tu as besoin, tu perds les matchs. Mais Auburn, il y a moyen que ce soit une attaque, une équipe dans l'ensemble très agressive l'année prochaine. Si Ah, c'est sûr. Golesh arrive à transférer cette mentalité en ACC. Mais Ouais, du coup, ouais, exact. Auburn, du coup, tu C'est voulais en venir. comme tu dis, c'est ça où je voulais en venir. Auburn qui a pas montré grand-chose cette année, qui a pas non plus montré grand-chose dans le match, hein. À la mi-temps, ils perdent 17-6, mais c'est un peu inespéré qu'à la mi-temps, ça marque. Notamment parce qu'il y avait 17-0, 4 minutes restantes. Ensuite, il y a un petit field goal, et puis voilà, la balle elle est rendue.
17-6 à la mi-temps, c'est déjà un peu cher payé pour Auburn parce qu'ils ont rien montré. et ils trouvent de la vie. Ils trouvent de la vie avec Un notamment réveil. le, le gros catch de Malcolm Simons. Malcolm Mm. Simons, le receveur de Auburn, qui fait un gros catch sur un scramble drill où Ashton Daniels bah, prend le côté, il sort de la poche et ensuite il va renvoyer la balle à Simons. Au final, Auburn a de la vie. Auburn est en position d'aller remporter Mm. ce match. Enfin, pas forcément remporter ce match, au D'aller moins égaliser. d'aller égaliser. Ils avaient déjà égalisé à 20-20. Ensuite, il y a 27-20 avec Alabama et notamment qui tente une conversion en quatrième tentative, pardon, Mm. dans les 3 derniers yards à 20-20 pour venir à 27-20. Quand même, grosse prise de risque de la part Mm. du Crimson Tide parce que si tu marques pas ou si tu marques le field goal, bah, tu dois forcer le field goal en 4 minutes pour Auburn. Mais c'est vrai que si tu le marques pas, tu es à 20-20 et Auburn a un très très bon kicker. D'ailleurs, c'est le frère de Evan McPherson. Ouais. Je sais pas si tu savais. Ouais, qui a, si je dis pas de bêtises, qui a vaincu le cancer, d'ailleurs, au cours de sa Ok. carrière. Je vais vérifier ça tout de suite, mais Attends, c'est quand même fou parce que. Alex McPherson, ouais, qui a, ouais, c'est ça, en 2024, qui a, alors c'était pas le cancer, mais il avait eu une maladie assez grave qui a fait qu'il a joué qu'un seul match et qu'il a dû être opéré au niveau de l'intestin. Ok. Et il est revenu cette année du côté d'Auburn et il a refait un peu sa place Oui, rapidement. franchement, pour vrai, il met des gros kicks. Et donc, ça aurait été quand même dangereux. Donc, Ty Simpson, en plus, l'appel de jeu, il est très bon et il envoie Il une belle balle pour Isaiah Horton. Isaiah Horton qui finit fait un avec gros match. 35 yards, mais 3 réceptions de touchdown. Ouais, C'est pas beaucoup, il a juste été joué en red zone, en tout cas, enfin, visé en red zone. Donc, gros match à la réception avec des réceptions clutch, pas forcément nombreuses ni avec beaucoup de yards, mais en tout cas, ça a été assez clutch. Et une petite passe interférence, je ne sais pas si sur son premier touchdown, il pousse le DB Ouais, d'Auburn. il y a une petite poussette. Moi, je l'aurais mis, notamment parce que voilà, l'attaque, elle est tout le temps avantagée sur les passes interférences. Et Là, ça, malheureusement, ouais. là, la défense, elle est clairement désavantagée pour ça, déjà de base. Isaiah Horton, gros match. Ty Simpson, c'est un bon match, 122 yards, 19 sur 35. Par contre, il marque quand même 3 TD. Et pas de turnover. Et pas de turnover. Ça, Et ça a été la clé du match parce que malheureusement, le dernier drive, enfin l'avant-dernier drive d'Auburn se Cam termine Coleman. sur un fumble du peut-être meilleur joueur cette saison d'Auburn, hein, Cam Coleman, qui De fait une loin. grosse saison dans le marasme d'Auburn et qui malheureusement fumble. Il fait un beau play en plus, mais il se fait plaquer. Et je crois que c'est un joueur d'Alabama qui protège mal son ballon. Et il perd Ouais, le en ballon voulant gagner l'extra ouais, yard qui servirait ouais, pas à grand chose, ouais. il lève sa main et du coup ça se fait fumble. Malheureusement, bien dommage parce que c'était dans les 30 derniers yards Ouais. de Alabama, donc il y avait au moins la C'était même dans possibilité les d'aller 20 derniers. égaliser. Il rentrait même en red zone à ce moment-là. Oui, ouais, c'est ça. Ils avaient la possibilité Et d'aller égaliser, malheureusement. il restait du Ça se temps, hein. fait pas. Il restait un petit peu de temps. Il restait une trentaine de 45 secondes. secondes. Ouais, 45 45 secondes. secondes avec 3 temps morts. Ouais, donc il y Euh, avait la place pour aller donc tu chercher avais de quoi faire. l'overtime. Et malheureusement, Auburn, un peu à l'image de la saison qui échoue pas loin parce qu'ils ont quand même ils ont quand même quelques défaites comme ça, hein, où ils sont, tu vois, contre Texas, contre Oklahoma, ils perdent de 7 points, contre Texas A&M de 6 points, contre Missouri de 7, contre Kentucky de 7 points, contre Vanderbilt de 7 points encore. Bon, bah là encore une défaite à une possession d'un Auburn qui malheureusement n'a jamais eu le niveau pour forcer la décision dans ces matchs-là. Et hâte de voir la première saison d'Alex Golesh, la reconstruction, parce que c'est un programme qui est quand même en perdition, parce que c'est la deuxième saison de suite que les Tigers n'iront pas en bowl. Et, et c'est un programme qui quand même est devenu une blague un peu en SEC, en tout, une punchline un petit peu en SEC cette année.
Et on aimerait revoir des Tigers un peu plus sérieux pour la conférence parce qu'ils n'ont qu'une seule victoire en SEC cette saison. C'est terrible. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ça conclut cette Rivalry Week qui était bien sympa. Est-ce qu'il y a un match que tu as préféré parmi tout ça? Peut-être. Ouais, le Vanderbilt Tennessee et après aussi le New Mexico San Diego State avec une belle ambiance du côté d'Albuquerque avec un New Mexico qui va en overtime contre San Diego State et un overtime de fou. J'en parlerai un peu plus en détail dans l'épisode G5. Malheureusement, ils n'iront pas en finale de conférence puisqu'il y avait une égalité à 4 et la Mountain West en cas d'égalité à 4, pas à Castres, le lapsus. À 4, ils font un mélange de 4 classements, de différents classements. Alors, il y a le SP+, il y a un ordinateur qui fait un mélange de 4 classements et les 2 premières équipes qui sortent vont en finale. Mais c'était un match très cool aussi à suivre et Vanderbilt aussi parce que Diego Pavia et même l'histoire tout court de ce programme est assez donne envie de les suivre en fait. Ouais, on s'est régalé. Moi, j'ai bien kiffé le SMU Cal. SMU Cal qui était un bon gros match avec des attaques qui ont performé assez rapidement. Donc, ça a été vraiment sympa à regarder. Et surtout un upset avec quand même un. Cal qui écarte SMU de la finale de conférence Ouais. et qui bat une équipe classée parce que SMU était classé 23e, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Mais ouais, c'était une belle semaine de régulière pour terminer avec de la neige en plus dans les matchs Oui. de Minnesota, Illinois aussi, dans des conditions dantesques. Voilà, on est fin novembre. Hein. Et maintenant, c'est la place au final de conférence. D'abord, on va peut-être dire les affiches en finale de conférence. Ouais, on va finir par Cet ça. épisode. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, ça commencera à 1h du matin avec Jacksonville State face à Kennesaw State pour la conférence USA. Également James Madison contre Troy, match à regarder parce que James Madison peut-être prétendre à une place en playoff. À 2h du matin, ce sera Tulane face à North Texas. Et en même temps, Boise State contre UNLV. Donc voilà, vous aurez 4 finales de conférence Group of 5 dans la nuit de vendredi à samedi. Et samedi, le gros morceau avec à 18h Texas Tech contre BYU, qui va être un sacré match. Dans le même temps, c'est la MAC avec Western Michigan contre Miami, Ohio. Et puis à 22h, Alabama contre Georgia. J'ai l'impression de dire ça pour la finale de la SEC tous les ans, mais en même temps, c'est les 2 meilleures équipes depuis plusieurs années Ouais, c'est dans pas la faux. conférence. À 2h du matin, et là c'est le match de la semaine entre Ohio State et Indiana, et puis dans le même temps avec l'Atlantic Coast Conference, Virginia contre Duke. Il y a des équipes qu'on attendait, d'autres qu'on n'attendait pas, et c'est un week-end toujours cool, hein, le week-end de finale de conférence. Et donc hâte d'y être. Franchement, hâte d'y être. Il y a pas mal de matchs que j'ai entourés là, ou que je materai en replay, ou que je materai en direct, mais vraiment le Georgia On va se Alabama, régaler. le Ohio State Indiana, là votre samedi soir ne prévoyez rien quoi, mais restez chez vous et, Comme dégustez ce. d'habitude, t'inquiète pas, on bouge pas Ouais, trop. voilà. Mais ouais, franchement voilà. Et puis après, bien sûr, dimanche soir prochain. Un live spécial pour la décision du comité. Ce sera autour de la décision du comité pour les playoffs sera autour de 20h, je crois, dimanche soir. C'était comme l'année dernière. Donc on refera un live. Donc on verra qui c'est qui sera en live, mais on commentera. On reviendra sur les finales de conférence et puis on commentera. Voilà le choix des 12 équipes qui iront en playoff et on gueulera sur le fait que Texas ait été repêché. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Eh ben écoute, je pense que sur ces belles paroles, on peut se quitter. Merci Maxence pour l'épisode. Merci à C'était toi sympa. Robin, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette saison régulière aussi. Restez connectés parce que finale de conférence, ball season, playoff, il reste encore un bon mois et demi de college football et on va essayer de profiter du moindre match.
Eh ben, parfait. Eh ben, écoute, on se dit à la prochaine. Bye bye. Yes, à la prochaine, ciao tout le monde.